I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, Dès que j'ai ouvert la retransmission en direct, j'ai senti une atmosphère étrange. Ce devait être un discours normal, presque solennel, comme lors d'une cérémonie. Une journée où Charles aurait, comme à son habitude, réitéré ses thèmes de prédilection, la nature, le développement durable, le patrimoine. Mais en regardant, j'ai remarqué quelque chose d'indéfinissable. Son dos était droit, mais son visage avait ce teint blafard qu'on ne remarque que chez les personnes bien connues. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention car il est permis au roi d'avoir l'air fatigué, surtout après une longue série d'apparitions publiques. Et puis soudain, c'est arrivé, cette fraction de seconde où le monde a semblé s'arrêter alors même que tout s'effondrait à toute vitesse. Le micro-mouvement à peine perceptible, une main droite tremblante, s'est transformé en catastrophe en quelques secondes. Ce n'était pas un faux pas, une maladresse que les caméramens auraient pu couper au montage. Non, c'était une chute filmée sans filtre, sans censure et à l'improviste par des milliers de personnes. Devant mon écran, j'ai vu ses yeux se révulser un instant, sa mâchoire se relâcher et son corps vaciller. Je voulais croire qu'il allait se relever, que ce n'était qu'un bref moment de vertige amplifié par la présence des caméras. Mais non. En une fraction de seconde, il s'est effondré brutalement, visiblement, inexorablement. Le bruit de la foule, les halètements, les cris de stupeur, je les entends encore. J'ai ressenti un choc physique dans la poitrine comme si on m'avait coupé le souffle. Et je savais que je n'étais pas seul en quelques secondes, ce qui aurait dû être un discours formel presque ennuyeux, s'était transformé en crise nationale. La diffusion en direct a bafouillé brutalement interrompu, mais c'était trop tard. Des milliers de téléphones avaient déjà immortalisé l'instant. En quelques minutes, les premiers extraits ont commencé à circuler en ligne et j'ai vu chaque image disséquée, ce qui n'avait en réalité duré que 20 secondes. 20 secondes qui ont suffi à faire s'écrouler un royaume, et peut-être même une dynastie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le contraste entre le calme apparent de l'événement et la panique incontrôlée qui a suivi. J'ai vu des agents de sécurité courir, des membres du personnel crier, des ambulanciers se faufiler entre les chaises, tandis que le public peinait à comprendre ce qui se passait. On s'attend à une certaine retenue cérémonielle lors de tels événements. On s'attend à ce que le palais garde toujours le contrôle. Mais là, il n'y avait aucun contrôle. Là, c'était le chaos. Un véritable chaos. Et j'ai senti la façade de la monarchie, toujours si soigneusement construite, se fissurer sous mes yeux. Lorsque la BBC a interrompu sa diffusion, j'ai su que ce ne serait pas un incident mineur. Car lorsque la chaîne nationale interrompt brutalement ses programmes, cela signifie que la tempête n'arrive pas seulement, elle est déjà là. Devant Buckingham Palace, les gens ont commencé à se rassembler avant même toute déclaration officielle. La nouvelle s'est répandue plus vite que n'importe quel communiqué de presse. Et j'ai constaté que la vieille question qui planait sur la famille royale depuis des années n'était plus une simple hypothèse: que se passera-t-il si le roi ne prend pas ses responsabilités? Car c'était la peur que je ressentais, que tout le monde ressentait. Ce n'était pas qu'une simple chute, c'était l'effondrement symbolique d'un édifice qui avait résisté pendant des siècles. Charles n'était pas seul sur cette scène en tant qu'individu. Il représentait une couronne plus ancienne que n'importe quel parlement ou gouvernement. Et maintenant, cette couronne gisait au sens figuré à terre, exposée, vulnérable. Et je me surprenais à repenser sans cesse à cet instant précis où sa voix s'était soudainement éteinte comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Ce n'était pas la chute elle-même qui me hantait, mais ce silence fugace où le pays avait retenu son souffle. Ce qui m'a peut-être le plus troublé, c'est que sa chute ne semblait pas le surprendre, contrairement à tous ceux qui l'entouraient. Je me souviens de rumeurs murmurant que des tensions s'accumulaient depuis des semaines, signe d'une fatigue extrême ou de problèmes sous-jacents soigneusement dissimulés. Et maintenant, nous nous demandions tous en même temps, depuis combien de temps le palais était-il au courant? Depuis combien de temps essayait-on de le cacher? Car la vérité est que les monarchies prospèrent grâce aux apparences, à la stabilité, au contrôle. Mais en cet instant précis, l'illusion s'est brisée. Nous avons vu un homme, non un roi. Un corps qui n'obéissait plus à la volonté de l'institution qu'il servait. Les images se répétaient sans cesse, tandis que les médias entamaient leurs premières analyses. À chaque diffusion, il devenait plus évident qu'on ne pouvait pas balayer l'affaire d'un revers de main en la qualifiant de simple problème de santé. L'impact dépassait largement le cadre médical. C'était un véritable choc constitutionnel. Car lorsqu'un monarque s'effondre devant les caméras, cela envoie un message qu'aucun porte-parole ne peut effacer: la couronne est vulnérable. Et peut-être même le roi est mortel. Tandis que je continuais d'observer ce moment fatidique de sa chute, je me demandais comment le pays allait-il réagir. Comment la famille allait-elle surmonter cette épreuve? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie, pour William, pour Camilla, pour Catherine? Et surtout, était-ce le début de quelque chose qui se tramait depuis longtemps?
Dès l'instant où les images se sont arrêtées et où la diffusion en direct s'est brutalement interrompue, j'ai su que la véritable tempête ne se déroulait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du palais. Ce que la nation, ce que le monde a vu n'était que la surface d'une réalité bouillonnante. Mais je percevais la couche sous-jacente, les mouvements non capturés par les caméras, la panique, le relâchement du protocole, le moment où même les conseillers royaux les plus aguerris ont oublié leur formation et laissé leur instinct prendre le dessus. Je savais que lorsque Charles a chuté, ce n'est pas seulement lui qui s'est effondré, mais toute la machinerie soigneusement orchestrée qui fait fonctionner la monarchie. Et dans ces premières minutes, le chaos est devenu visible, palpable, presque audible, comme si l'on pouvait sentir la nervosité vibrer à travers les murs. Le premier signe fut le flot de messages sur les canaux internes habituellement réservés aux questions logistiques, mouvements requis, sécuriser le lieu, état de transition insuspecté. Des mots qu'on n'entend jamais ensemble, des mots qui n'apparaissent que lorsque le palais perd le contrôle. Censés rétablir l'ordre, ils résonnaient comme des nœuds dans une corde tirée trop brusquement. J'observais les membres du personnel se précipiter dans les couloirs d'ordinaire, empreints d'un calme feutré. Même les gardes de sécurité d'ordinaire immobiles, comme des statues, arboraient une hâte que je leur avais rarement vue, car lorsqu'un roi chute, le rythme qui le guide s'effondre avec lui. L'urgence ne devint claire que lorsque j'entendis la première réaction de 2 employés du palais murmurer « Pont de Méneil ». Même la simple évocation de ce nom de code, le protocole officiel en cas de décès du monarque, fit frissonner l'assemblée. Ce n'était ni une affirmation ni une décision, c'était un réflexe. Mais ce réflexe révélait la profondeur du choc. Car personne ne voulait le dire, personne ne voulait y penser. Et pourtant, c'était précisément ce que tout le monde pensait, et si c'était le moment, et c'était peut-être encore plus terrifiant que la chute elle-même. L'incertitude était le principal facteur de ce chaos. Les images le montraient en train de tomber, mais personne ne connaissait son état. L'information était bloquée. L'appareil palatial repose sur le contrôle, et voilà qu'un vide s'ouvrait soudainement. Ce vide fut aussitôt comblé par la panique. Et la panique est l'élément le plus dangereux au sein d'une monarchie qui prospère grâce au calme et au cérémonial. Pour ma part, je ne me suis plus interrogé sur les protocoles ni les procédures. Ma première pensée fut « respire-t-il encore ?» Ce n'était pas une question politique ni une question constitutionnelle. C'était l'humanité à l'état brut. Mais je savais aussi que pendant que je me posais cette question, d'autres pensaient déjà à la succession à la régence à qui devait prendre les rênes à cet instant précis. J'ai vu des membres du personnel tenter de se connecter à des lignes sécurisées saturées. Le service de communication recevait une centaine de messages par minute, dont la moitié ne contenait qu'une seule question, que dire à la presse? Mais il n'y avait pas de ligne presse, il n'y avait pas de script. Tout ce que dit le palais, chaque mot prononcé, doit être mûrement réfléchi et contrôlé. Mais c'est impossible en pleine crise lorsque l'impact dépasse ce qu'un simple message peut exprimer. La chute d'un roi ne laisse aucune place à la réflexion. Ce qui m'a également frappé, c'est la rapidité avec laquelle William est devenu la pièce maîtresse de ce chaos. Non pas parce que quelqu'un le lui avait formellement ordonné, mais parce qu'il était le seul à avoir l'autorité morale pour prendre les choses en main. Et cela s'est produit en quelques minutes. Il a été arraché à une réunion d'affaires comme si chaque seconde comptait. Il n'a pas été conduit à l'hôpital en premier comme on aurait pu s'y attendre. Non, il est allé directement à Buckingham Palace, pas chez son père, au cœur du pouvoir. Cela en disait long. Car au sein de ce chaos, un nouvel axe de stabilité devait émerger, et il était cet axe. Qu'il y soit préparé ou non importait peu à ce moment-là. Personne d'autre n'avait la position ni la confiance pour assumer cette responsabilité. Pendant ce temps, j'ai entendu le chef du protocole royal dans une autre aile du palais crier sur un assistant car le document de synthèse d'urgence était introuvable. Je me souviens de ce moment car il contrastait fortement avec l'image d'ordre et de discipline qui caractérise la monarchie. Et pourtant, voilà quelqu'un qui hurlait de panique parce qu'un document dont on n'a normalement jamais besoin, sauf en cas d'urgence absolue, manquait à l'appel. C'était le premier signe qu'eux aussi réalisaient que la situation était plus grave qu'un simple incident médical. Dans ce chaos, une question planait sur tout où est Camilla. Cette seule question soulignait la fragilité de la situation. La reine consort n'est pas seulement un modèle, elle est le rempart immédiat autour de Charles. Mais même elle n'était pas au bon endroit. Elle n'était pas à ses côtés, ni à l'hôpital, ni près de l'équipe, gérant la crise. On la tenait à l'écart. Et cela seul donnait l'impression que quelque chose avait mal tourné, comme si sa présence même à ce moment précis n'était pas prévue. Pendant ce temps, le palais lui-même commençait à se dégrader. Les rendez-vous étaient annulés, les portes fermées, les files d'attente bloquées. Tout semblait s'effondrer comme celui de Charles. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence soudain qui s'est abattu sur la ville. Non pas le calme et la solennité habituelle des couloirs royaux. Non un silence pesant. Celui qu'on ressent quand on a peur de prononcer un mot de travers, comme si chaque respiration pouvait potentiellement déclencher une crise.
Et tandis que j'assistais à toute cette scène, une seule question me taraudait, qu'est-ce qui expliquait cette panique? Était-ce simplement de l'inquiétude pour cet homme ou la crainte des conséquences de sa chute? Car au milieu de ce chaos, je sentais que le palais ne craignait pas seulement pour sa santé, mais aussi pour l'avenir. Un avenir qui soudain était plus proche que quiconque ne voulait l'admettre. Dès que la panique initiale s'est dissipée, laissant place à un silence angoissant, j'ai compris que l'incertitude médicale entourant Charles n'était plus un détail, mais le cœur même de tout. Sa chute était visible, publique, inévitable. Mais ce qui s'est passé ensuite, ce qui s'est déroulé derrière les portes de l'hôpital, dans les couloirs sécurisés et derrière les rideaux tirés, restait invisible. Et c'est précisément ce qui rendait la peur si palpable. Car personne ne savait exactement ce qui n'allait pas. Personne n'osait le dire à voix haute, et chacun comblait le vide par sa propre interprétation, sa propre peur, ses propres conclusions. Ce qui m'a frappé d'emblée, ce sont les signaux contradictoires. Le communiqué officiel parlait d'un problème de santé temporaire, des mots si soigneusement choisis qu'ils en devenaient presque vides de sens. Temporaire. Problème de santé, s'il s'était agi d'un simple malaise, on l'aurait dit. S'il s'était agi d'une légère déshydratation, l'explication aurait été plus claire. Mais là, rien n'était clair. C'était dissimulé, minimisé, maîtrisé, et j'avais l'impression que le palais tentait de calmer une tempête en brandissant un parapluie. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce qui s'était passé pendant et juste après la chute. D'après des témoins, Charles avait du mal à trouver ses mots juste avant de s'effondrer. Sa phrase s'interrompait brusquement, sa main tremblait, son regard était absent. Ce n'étaient pas les signes d'un simple vertige, c'étaient des signes neurologiques, des signes qui laissaient présager quelque chose de plus grave, peut-être un AVC, une arythmie cardiaque soudaine ou un malaise aigu dû à une pathologie sous-jacente. Et pourtant, rien n'était confirmé, rien n'était infirmé. Tout restait en suspens comme si le palais espérait que le temps lui-même apporterait les réponses. Ce qui m'a encore plus effrayé, c'est la rumeur selon laquelle Charles aurait perdu connaissance à 2 reprises durant son transport à l'hôpital. Cette fuite, aussi peu fiable soit-elle, ne provenait pas de la presse à scandale mais de sources médicales internes. Et ce genre d'informations ne se propage pas facilement. Cela signifie que des médecins étaient inquiets qu'ils n'avaient pas seulement envisagé une chute, mais toute la situation clinique. Car lorsqu'un monarque perd connaissance 2 fois en l'espace d'1 heure, il ne s'agit plus d'une simple précaution. C'est une crise. Au sein du palais, ce sentiment s'intensifia. Les réunions s'assombrirent, les visages se crispèrent. Même les membres du personnel habituellement spécialisés dans la communication de crise semblaient désemparés. Et j'eus une fois de plus l'impression d'assister au blocage d'un mécanisme qui n'avait jamais été conçu pour tolérer l'incertitude. Car le palais peut gérer bien des choses, scandales, manifestations, frénésie médiatique. Mais l'incertitude médicale représente le plus grand danger qui plane sur la monarchie. On ne peut imposer un protocole à quelque chose dont on ignore la nature. Des sources proches de la famille royale murmuraient que l'état de santé du prince Charles suscitait des inquiétudes depuis des semaines. Sa fatigue avait été remarquée, et il était parfois inhabituellement lent à réagir. Il avait déjà eu des malaises, mais ceux-ci étaient restés confinés à sa vie privée. Si cela s'avérait vrai, cette chute n'était pas un incident isolé, mais bien l'aboutissement d'une situation qui couvait déjà en coulisses. Et j'ai constaté la propagation de ce sentiment. À l'hôpital, son service a dû être immédiatement bouclé par la sécurité. Les médecins ont été tenus de respecter le secret médical. Même le personnel infirmier a été réduit à une équipe restreinte formée aux soins VIP. Malgré cela, des informations ont filtré, des bribes de vérité qui parlaient plus fort que les versions officielles. Charles était désorienté. Il n'a pas immédiatement reconnu son environnement. Sa tension artérielle était basse, et les médecins craignaient une cause cardiovasculaire. Le moment le plus douloureux pour moi fut celui où je l'entendis reprenant brièvement conscience marmonner quelque chose à propos de la reine. Non pas comme un titre officiel, non pas comme une fonction, mais comme une personne. Un réflexe de confusion de peur. Un homme qui ne comprenait pas pleinement ce qui lui était arrivé. L'image d'un roi perdant le contrôle de son corps est déjà bouleversante, mais l'image d'un père, d'un mari, d'un être humain perdant le contrôle de ses pensées, c'est encore plus difficile à supporter. Alors commencèrent des spéculations. Était-ce le premier signe d'un problème de longue durée ? Un diagnostic antérieur restait secret. Une maladie cardiaque jamais révélée au grand jour. Les effets dévastateurs d'un stress constant ou quelque chose d'encore plus grave, personne ne le savait. Et le palais ne laissait rien transparaître. Et cela en réalité ne fit qu'alimenter la peur. Car lorsqu'un monarque s'effondre devant le monde entier et que la réponse est le silence, le public comble ce silence avec le scénario le plus sombre. Ce que j'ai alors constaté, c'est que l'incertitude médicale a immédiatement engendré une incertitude constitutionnelle. Car si le roi ne se réveille pas ou n'est plus pleinement en mesure de gouverner, que se passera-t-il ? Qui décidera ? Avec quelle célérité faudra-t-il agir ? Que se passera-t-il s'il est vivant mais incapable de régner ? Le mot que personne n'osait prononcer, régence,
planait comme un brouillard glacial. Il ne s'agissait plus d'une question médicale, mais d'une question politique, d'une question d'État. Et cela n'a fait qu'accroître l'incertitude. En repensant à tout ce que j'avais vu, entendu, ressenti, une question revenait sans cesse. Quelle est la vulnérabilité d'une monarchie qui repose sur un seul corps, un seul battement de cœur, un seul nerf capable de transmettre le bon message? Et que se passe-t-il lorsque ce corps trébuche sous les yeux du monde entier? Dès que j'ai entendu la réaction de la famille à la nouvelle, j'ai senti que la chute de Charles avait provoqué non seulement une crise médicale, mais aussi une profonde rupture tant émotionnelle qu'institutionnelle au sein des Windsor. Une famille royale est toujours soigneusement mise en scène pour le monde extérieur, maîtrisée, digne, imperturbable. Mais derrière les portes closes, j'ai vu autre chose. Quelque chose de plus brut. Quelque chose d'humain, quelque chose que personne à l'extérieur ne comprendra jamais pleinement, mais que je pouvais ressentir de près comme une tempête invisible qui se propageait dans les couloirs, les véhicules et les chambres d'hôpital. La chute d'un roi était une chose, mais la réaction de sa famille à cette chute racontait une autre histoire tout aussi douloureuse et tout aussi révélatrice. Camilla, plus que quiconque, semblait complètement désemparée. J'ai entendu sa voix se briser lorsqu'elle a enfin repris ses esprits et j'ai vu le langage corporel de celle qui avait lutté pendant des années pour asseoir sa place à la cour, pour se retrouver confrontée à la possibilité que les fondements même de ce rôle soient en train de s'effondrer. Camilla n'avait jamais été du genre à exprimer facilement ses émotions, surtout en public ou même en privé. Mais cette fois, c'était différent. Ses mains tremblaient, sa respiration était saccadée et elle semblait au bord de la crise de panique. Il était clair que la réalité de l'état de Charles la terrifiait non seulement, mais menaçait son identité même. Elle savait que sa position de reine consort reposait entièrement sur son existence. Et cela rendait sa peur compréhensible, presque tragique. William, en revanche, a réagi tout autrement. Là où Camilla s'est effondrée, il s'est fortifié. Ses gestes sont devenus plus assurés, sa voix plus calme, sa présence plus imposante. J'ai eu l'impression qu'en quelques minutes, il était devenu à la fois fils et presque roi, comme si une main invisible le poussait dans ce rôle avant même qu'il y soit prêt. Quand j'ai appris qu'il n'allait pas d'abord à l'hôpital mais directement à Buckingham Palace, j'ai compris que ce n'était pas une décision émotionnelle mais institutionnelle. Non pas parce qu'il n'aimait pas son père, mais parce qu'il comprenait que la monarchie avait besoin de quelqu'un qui tienne tête en ce moment. Et à cet instant, j'ai compris combien la couronne est lourde, avant même qu'il ne la porte officiellement. Catherine a joué son rôle avec une force tranquille que je ne lui avais jamais vue aussi clairement. Elle n'était ni hystérique ni visiblement bouleversée, mais une ombre qui s'est adaptée à la situation avec une rapidité fulgurante. Elle a tout laissé tomber et est apparue dans la salle de communication et a immédiatement commencé à agir comme si elle avait répété ce moment pendant des années. Et le plus étrange, c'est que c'était peut-être le cas. Une future reine doit être préparée au chaos, aux imprévus, au moment où le pays se tourne vers elle pour trouver la stabilité. Et dans le calme avec lequel elle donnait des instructions, dans la précision avec laquelle elle dirigeait l'équipe du palais, j'ai vu une femme qui n'espérait pas la couronne, mais qui savait que tôt ou tard, elle la recevrait. Non pas par ambition, mais par nécessité. Anne, toujours le pilier de cette famille, a réagi avec un mélange de colère et d'inquiétude. J'ai perçu sa frustration de ne pas avoir été prévenue plus tôt de la gravité de l'état de santé de Charles. Et sa frustration était compréhensible, toujours dévouée à ses devoirs, elle n'accordait aucune valeur à la transparence absolue. Malgré sa colère, elle a continué à agir comme toujours planifiée, organisée, structurée. Même de loin, je sentais sa présence tel un ancrage, maintenant la famille unie, tandis que tout s'écroulait autour d'eux. Et puis il y avait Harry. Même son absence planait comme une ombre sur les événements. Malgré la distance qui le séparait de Londres, sa présence émotionnelle était immédiatement palpable. La presse se demandait allait-il revenir? Que faisait-il? Allait-il se rendre à l'hôpital? Profiterait-il de ce moment pour se réconcilier avec son père? Je sentais que chacun prenait conscience de la profondeur du fossé qui séparait les membres de la famille. Un fossé si profond que même une crise médicale ne pouvait le guérir à elle seule. Et pourtant, je le savais, ces moments-là, ces moments qui bouleversent une vie exigeant des priorités qu'aucune interview, aucun livre, aucune dispute ne saurait surmonter. Je ne pouvais m'empêcher de considérer la situation dans son ensemble. Une famille déchirée depuis des années par les drames, les choix, les attentes et la pression sociale était désormais confrontée à une peur commune, la perte potentielle de l'homme qui, malgré les controverses, les unissait. L'homme qui était à la fois père et figure emblématique. Et je me demandais comment une famille déjà si fracturée peut-elle traverser un moment qui devrait véritablement les unir? Vont-ils se rapprocher ou s'éloigner davantage? En observant tout cela, il m'est apparu clairement que cette crise mettait à l'épreuve non seulement le corps de Charles, mais aussi la famille qui porte son nom, la monarchie elle-même et l'avenir de la couronne. Et il me restait une question qui me hantait, qu'arrive-t-il à une famille lorsque la personne qui la soude est au bord de la disparition?
Dès que la chute de Charles a fait le tour du monde, j'ai senti le monde extérieur s'embraser plus vite que le palais ne pouvait suivre. Tandis que la panique et l'incertitude s'entrechoquaient entre les murs, une tempête numérique éclatait à l'extérieur qu'aucune stratégie de communication ne pouvait endiguer. C'était comme si tout Internet réagissait à l'unisson, comme si des millions de personnes ouvraient simultanément leurs écrans pour voir ce qui était arrivé au roi. Et soudain, je me suis retrouvé au cœur d'une onde de choc collective se propageant à travers les hashtags, les diffusions en direct, les bulletins d'information et les analyses angoissées. Ce que je voyais, ce n'était pas seulement de la curiosité, mais de la peur pure et simple. Une peur décuplée par le silence persistant du palais. Les 6 premières minutes furent les plus chaotiques. La vidéo en direct originale qui ne montrait que 20 secondes de la chute de Charles fut partagée des millions de fois en 1 heure. On ralentissait la vidéo, on zoomait sur sa main, on ajoutait le son pour vérifier s'il respirait encore. L'analyse numérique était implacable. Et ce qui me surprit le plus, c'est que personne ne s'interrogea sur la pertinence de partager ces images sans cesse. La seule question était que signifiait-elle? J'ai vu les commentateurs se lancer immédiatement dans les spéculations. Certains évoquaient une crise cardiaque, d'autres un AVC. D'autres encore s'enfonçaient dans des théories du complot plus poussées, empoisonnement, fracture de fatigue, voire sabotage interne au sein de la cour. Et ce qui me frappa, ce n'était pas tant l'existence de ces théories, mais leur émergence fulgurante. En quelques minutes, Internet ne se contentait plus de regarder, il interprétait, critiquait et tirait des conclusions. Les médias traditionnels étaient submergés. La BBC a dû adapter son ton en quelques secondes, d'abord neutre, puis inquiet, puis soudainement grave. Les présentateurs en costume noir sont apparus plus tôt que lors de la mort d'Élisabeth. J'ai tout de suite compris que c'était une mauvaise nouvelle, non pas parce que quelqu'un l'avait dit explicitement, mais parce que le langage corporel des présentateurs expérimentés était révélateur. On pouvait le lire dans leurs yeux, ce n'était pas le traitement médiatique auquel ils s'attendaient. La réalité les avait rattrapés. En 2 heures, la quasi-totalité des grandes chaînes d'information avaient annulé leurs programmes habituels et des mises à jour en direct et continuent ont remplacé les émissions prévues en début de soirée. La chute n'était plus un événement isolé mais un phénomène national. Ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle la réaction internationale s'est manifestée. Dès la première heure, les messages de soutien affluaient de Paris. Les chaînes américaines ont interrompu leur programme pour couvrir la crise. Même les chaînes d'information asiatiques, en pleine nuit, ont diffusé des mises à jour en direct. On avait l'impression que le monde entier agissait d'un seul élan dans un réflexe de solidarité collective. Et dès que j'ai vu les gros titres internationaux, le roi s'effondre, crise au Royaume-Uni, avenir de la monarchie incertain, j'ai compris que ce n'était plus une affaire britannique. C'était de la géopolitique, c'était symbolique, c'était historique. Mais au milieu de toutes ces réactions internationales, j'ai vu les Britanniques eux-mêmes aux prises avec leurs émotions. Tous n'étaient pas royalistes, tous n'étaient pas monarchistes, mais tous avaient un avis. Et soudain, ces avis se sont adoucis sous l'effet d'une émotion partagée, la vulnérabilité. Il semblait que chacun du républicain au royaliste était confronté à une vérité dérangeante rarement exprimée. La monarchie est elle aussi humaine. Les images de ces gens rassemblés devant Buckingham Palace, souvent en silence avec des fleurs ou de petits drapeaux, m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Car il ne s'agissait pas d'un deuil organisé. C'était spontané, sincère. Ce n'était pas le chagrin d'une mort, mais la crainte d'un avenir possible sans celui que le pays commençait à peine à connaître comme roi. Pendant ce temps, les opinions en ligne fusaient. TikTok regorgeait de théories, certaines empreintes d'empathie, d'autres hystériques. Sur Twitter, les hashtags formaient des chaînes dignes des plus grandes catastrophes nationales. Les commentaires allaient du soutien inconditionnel à la colère dirigée contre le palais pour son manque de transparence. Et j'ai constaté que cette colère découlait avant tout de l'incertitude. Quand on ignore ce qui se passe, on comble ce vide par ses pires craintes. Dans ce néant Internet se remplit toujours du scénario le plus sombre. Ce qui m'a également frappé, c'est la façon dont la numérisation a complètement effacé la frontière entre le privé et le public. Là où les images pouvaient autrefois être contrôlées, plus personne ne pouvait désormais en arrêter la diffusion. Le service de communication de la famille royale a tenté en vain de déposer des plaintes pour violation de droits d'auteur, mais Internet n'est pas un palais, il n'obéit pas. Les images ont continué à circuler même lorsque les messages officiels ont essayé d'en atténuer l'impact. Et cela n'a fait que compliquer la situation car le palais devait désormais faire face non seulement à une crise sanitaire, mais aussi à une crise de communication qui lui échappait totalement. Pendant ce temps, l'attente était palpable. Et cette attente semblait plus intense encore que l'événement lui-même. Le silence du palais reflétait la peur générale. Aucune photo de Charles à l'hôpital, aucun mot des médecins. Pas de « il se remet bien » rassurant. Seulement une déclaration laconique qui semait plus la confusion que la sérénité. Et dans ce silence, la question qui allait devenir le cœur de la tempête médiatique s'est imposée.
La couronne va-t-elle tomber ? Ce dont je me souviendrai le plus de cette période, c'est du contraste entre les émotions d'un peuple et le silence d'une institution. Tandis que le monde laissait éclater ses angoisses, le palais demeurait une boîte sombre et close renfermant un secret que nul n'avait le droit de toucher. Mais c'est précisément cet isolement qui a déchaîné une tempête qui a dépassé les limites de l'événement lui-même. Et il me restait une question qui me hantait. À ce moment-là, qu'arrive-t-il à un pays lorsqu'il réalise soudain que son roi est tout aussi fragile que n'importe quel autre être humain ? Dès l'instant où les premiers rapports médicaux sont parvenus au palais, j'ai senti que nous atteignions un moment auquel personne n'était préparé. La menace ne planait plus comme une vague incertitude. Elle était devenue presque tangible, comme si les murs mêmes de Buckingham Palace comprenaient que l'histoire s'apprêtait à basculer. Alors que le monde était encore en proie à l'hystérie suite à la chute de Charles, j'avais le sentiment que quelque chose avait déjà changé au sein du palais, quelque chose de fondamental. C'était comme si une main invisible inclinait la couronne imperceptiblement sans que personne n'ose s'en apercevoir. Et c'est précisément ce qui exacerbait les tensions. Car il ne s'agissait pas seulement d'une crise médicale, c'était un bouleversement constitutionnel qui se déroulait dans le silence, dans l'ombre, dans des respirations trop longtemps retenues. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont tous au palais semblaient avoir vieilli du jour au lendemain. Les employés qui d'ordinaire arpentaient les couloirs d'un pas assuré se déplaçaient désormais plus lentement comme s'ils marchaient sur un sol instable. L'atmosphère était lourde, pesante, chargée de la conscience que ce qui était arrivé à Charles n'était plus seulement son combat personnel. C'était un moment qui pouvait déterminer l'avenir du royaume tout entier. Et tandis que le pays tout entier le voyait comme un homme qui s'effondrait, je voyais au fond de moi la réalité d'un monarque qui ne se relèverait peut-être jamais comme le pays l'avait espéré. Les premiers signes de réorganisation institutionnelle sont apparus plus vite que je ne l'aurais cru. Il ne s'agissait ni de décisions officielles, ni de communiqués de presse, mais de petits mouvements qui ne se révélaient qu'à l'observation attentive. La sécurité de Guillaume fut soudainement renforcée. Les documents qui arrivaient habituellement sur le bureau de Charles furent transférés à celui de Guillaume. Son secrétaire particulier, qui n'apparaissait jamais sans prévenir, se mit soudain à arriver toutes les 2 heures avec des mises à jour. Le maréchal adjoint fut rappelé d'une réunion et disparut pour le reste de la journée. Autant de signaux qui parlaient d'eux-mêmes sans qu'un mot soit prononcé. C'était clair, le palais se préparait à un scénario où le roi ne pourrait plus remplir ses fonctions. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était le contraste entre le silence des couloirs et les conversations à huis clos. Tandis que l'atmosphère était empreinte d'une tension palpable à l'extérieur, les pièces du fond résonnaient de mots que personne n'oserait prononcer en public: régence, transfert de pouvoir, préjudice irréparable, continuité constitutionnelle. Et là, entre ces mots, se cachait une vérité que le palais n'admettrait jamais ouvertement. On ne croyait pas que Charles se rétablirait complètement. Quand j'ai vu William entrer dans une réunion de crise privée, j'ai compris qu'il n'était plus seulement le fils du roi. Son visage était marqué par la tension et la fatigue, mais son attitude restait d'un calme surnaturel. Il prit place en bout de table, non pas à côté de son père, non pas en face de lui, mais à l'endroit même où seul le monarque siège habituellement. Personne ne le corrigea, personne ne leva les yeux, personne ne demanda pourquoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la passation de pouvoir avait déjà commencé sans cérémonie, sans couronnement, sans fanfare. La couronne n'était pas encore tombée, mais elle glissait déjà vers lui. Catherine agissait comme une ombre silencieuse derrière lui. Elle parlait peu, mais lorsqu'elle prenait la parole, c'était avec une clarté que personne n'osait ignorer. Je l'observais s'entretenir avec les responsables de la communication et comment elle donnait le ton que le palais devait maintenir, digne, maîtrisé, sans spéculation mais sans fausse assurance non plus. Sa présence était apaisante, presque royale. Et je savais que malgré la douleur, elle était tout aussi bien préparée à ce qui allait suivre. La chute de Charles était une crise. La transition vers une nouvelle ère en était une autre tout aussi importante. Camilla était la seule à paraître complètement désorientée. Elle n'assistait pas aux réunions, elle ne prenait aucune décision. On ne la consultait pas. Alors que l'avenir se redessinait, elle se retrouvait plongée dans une autre réalité, celle de la perte de l'incertitude et de la dépendance. Son rôle était entièrement lié à celui de Charles. Et maintenant, alors que sa santé commençait à vaciller, sa propre position changeait également. Je la voyais s'accrocher à de petits gestes, serrer une écharpe, réorganiser un document, demander de l'eau à un collègue. C'étaient les gestes de quelqu'un qui cherchait la stabilité dans un monde qui s'écroulait autour d'elle. Anne, en revanche, était perspicace, déterminée et pragmatique. Elle fut la première à déclarer haut et fort qu'il fallait activer un protocole d'incapacité de longue durée sans se soucier des considérations politiques. Elle ne pensait ni aux sentiments ni à l'image, mais à la continuité. Et même si cela pouvait parfois paraître dur, c'était nécessaire. Après tout, qui d'autre aurait osé dire ce que personne ne voulait entendre ? Pourtant, une question sous-jacente demeurait: que se passerait-il si Charles ne revenait pas en tant que monarque pleinement opérationnel, non pas en tant que personne, mais en tant qu'institution ? Car les rois peuvent se relever, mais les monarchies ne le peuvent pas toujours lorsque leur symbolisme s'effondre.
La menace d'une régence, d'un transfert formel du pouvoir planait sur le palais comme une ombre menaçante et inéluctable. Tandis que j'observais tout cela, la tension, l'incertitude, les stratégies murmurées, je sentais l'histoire se préparer à un saut que personne ne souhaitait, mais que tout le monde redoutait, la passation silencieuse d'un roi à son successeur, non par cérémonie, mais par nécessité. Et il me reste une question qui me hante encore: comment un pays change-t-il lorsqu'il n'attend pas le changement de trône, mais se retrouve inopinément au cœur de celui-ci ?